Bonjour Monsieur Robert Bourgi. Bonjour monsieur. Nous vous remercions de cette interview exclusive à TV Plus Gabon dans vos bureaux parisiens. C'est l'occasion d'aborder quelques temps forts de l'actualité gabonaise sous le prisme de votre regard, un homme de l'ombre que l'on peut définir maintenant comme le dernier des Mohicans de la France-Afrique et donc au fait des secrets d'État. Monsieur Seydou Kane vient de donner une interview à un confrère après son retour à Libreville intitulé « La vérité selon Seydou Kane ». Au cours de cette interview, il revient entre autres sur les conditions de son interpellation à Paris par la justice française qui a donné lieu à sa garde à vue, à son audition par les juges français, le paiement de sa caution de 2 millions d'euros, c'est-à-dire 1,3 milliard de francs CFA, et surtout l'attitude controversée de son avocat, maître Robert Bourgi, donc vous. Dans cette interview, Seydou Kane remet clairement en cause et dans des propos durs votre probité morale et votre professionnalisme dans le traitement de son dossier judiciaire à Paris. Le Gabon, les Gabonais, les observateurs avisés de la politique gabonaise d'ici et d'ailleurs se posent la question de savoir pourquoi Seydou Kane a donné cette interview alors que l'instruction judiciaire est toujours en cours à Paris. Qu'en pensez-vous, Maître Bourgi? Je vous remercie pour cette question, monsieur. J'avais hâte d'apporter une réponse aux propos de monsieur Seydou Kane dans l'organe de presse qui s'appelle Douk Douk. Je dois vous dire, tout d'abord, que Seydou Kane appartenait depuis quelques années déjà au cercle très proche de mes amis et il était considéré par les miens comme un membre de la famille. Ces propos que je juge immondes et injustifiés m'ont profondément peiné et peiné les miens. Qu'est-ce qui a poussé Seydou Kane à tenir ces propos? Je me pose la question. Seydou Kane a livré sa vérité dans cette affaire dont je n'aurais jamais souhaité parler, puisque l'instruction judiciaire, comme vous le dites, est en cours. Je ne vais pas aborder cet aspect du problème. C'est à la justice et à la police de travailler et d'instruire ce dossier. Et dans ce dossier, comme vous le savez, est cité aussi le directeur de cabinet du président de la République, Meksan Kambessi. Ces propos m'ont blessé profondément. Mais je me pose la question de savoir ce qui a poussé Seydou Kane à le faire. Parce que l'instruction étant en cours, le nom du directeur de cabinet du président de la République gabonaise étant cité dans cette affaire, ce dernier ayant subi une garde à vue, très brève certes, et qui a été levée pour des raisons que vous connaissez et que nous connaissons tous, je trouve quand même imprudent de la part de M. Kane d'évoquer cette affaire. Et lui-même, dans son interview, cite pêle-mêle Meksan Kambessi, ses liens avec le président Ali Bongo Ondimba, ses liens avec le président Macky Sall, ses liens avec le président Ibeka. Je trouve cela démentiel. Il n'y a pas d'autre terme. Je vais vous livrer ma vérité. Au mois de septembre dernier, Seydou Kane, lors d'un de ses passages à Paris,
avait voulu que, si cela venait à se produire, il soit défendu dans cette affaire, l'affaire Marc. Et il a souhaité que ce soit Éric Dupond-Moretti, un ténor du barreau français, et moi-même qui défendions ce dossier. Nous l'avons accepté et l'accord a été scellé à Dakar au mois d'octobre dernier. Éric Dupond-Moretti était allé en mission à Dakar, je l'avais accompagné, et Seydou Khan avait saisi l'occasion de ce déplacement pour venir rendre visite à son frère et ami Macky Sall, auquel je suis lié depuis tant et tant d'années. L'accord a été scellé, nous revenons sur Paris, et la première des choses que lui a dites Éric Dupond-Moretti, il lui a dit « Monsieur Khan, vous avez élu domicile en mon cabinet, boulevard Raspail à Paris, 29 boulevard Raspail à Paris. Je vous demanderai d'attendre la convocation du juge pour que vous effectuiez le déplacement de Libreville à Paris pour répondre à la convocation du juge. Et vous le savez bien, il y a une étape préalable, celle de la brigade financière, pour vous entendre. » Monsieur Khan a dit « Maître, il n'y a absolument aucun problème. » Comme Seydou Khan et moi, nous nous parlons quasi quotidiennement au téléphone, à chaque fois il me disait « Où en est mon affaire ?» Je lui disais « Seydou, Éric Dupond-Moretti a dit qu'il fallait attendre la convocation du juge. Pour l'instant, le juge n'a pas jugé encore utile de te convoquer. Tu ne bouges pas de Libreville. » À chaque fois, il souhaitait venir à Paris, jusqu'au moment où Éric Dupond-Moretti, à 2 ou 3 reprises, lui a dit « Monsieur Khan, restez à Libreville, attendez la convocation du juge qui parviendra à mon cabinet, puisque vous avez élu domicile à mon cabinet, boulevard Raspail à Paris. » Au mois de novembre dernier, aux alentours du 10 novembre, j'ai exprimé au président de la République gabonaise mon souhait de me rendre au Gabon pour me recueillir sur la tombe de celui que je considérais comme mon père, comme un père, Omar Bongo Ondimba. Je n'avais pas eu jusque-là l'occasion de rendre visite au président Omar Bongo Ondimba, et le président Bongo m'a dit « Il n'y a aucun problème, Robert, tu peux venir, je t'attends. » J'en informe le directeur de cabinet et j'en informe mon aide de camp pour que les dispositions soient prises. La veille de mon départ, c'est-à-dire le lundi 16 novembre, je dis à Seydou, « Seydou, j'arrive demain à Libreville. Comme à chaque fois que j'arrive à Libreville, je t'attends à mon hôtel aussitôt après l'arrivée de l'avion. » Le mardi 17 novembre, je prends le vol Air France, j'arrive à Libreville à 18h. Je suis à mon hôtel 45 minutes après. Et Seydou arrive à 19h, 19h15. Et au bord de la plage, nous buvons le café, on mange la cacahuète. Enfin, comme d'habitude, entre 2 frères, l'aîné et le cadet. Et il me dit, où en est mon affaire? Nous sommes le 17 novembre, 19h15. Je lui dis, tu sais, Éric Dupond-Moretti est actuellement au Maroc, à l'invitation de Sa Majesté le Roi. Tu sais que le roi l'a constitué pour défendre ses intérêts dans une affaire qu'il oppose à 2 journalistes. Et le souverain chérifien a jugé que les propos de ces journalistes étaient diffamatoires. Donc il est au Maroc, mais il me charge de te dire d'attendre la convocation du juge. Et je lui dis, Seydou,
ne commets pas la bêtise d'aller à Paris. Il me dit non. Je lui dis alors, demain, comme tu le fais à chaque fois, on va manger ensemble. Et il me dit, ah, grand frère, je ne peux pas aller demain, je ne peux pas te voir demain et après-demain, parce que je vais à Port-Gentil. Je lui dis, comment c'est tout, tu pars à Port-Gentil? Ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu au Gabon et tu t'en vas alors que je suis là. Tu ne peux pas différer ton déplacement à Port-Gentil? Il me dit, non, j'ai des chantiers à visiter à Port-Gentil, à Mouila et autres. J'ai trouvé ça assez étonnant. Je ne vous cache pas, j'étais un peu veiné. Nous sommes restés 2 heures ensemble. Et aux alentours de 20h30, 21h, il me dit, je rentre à la maison, mais je lui dis, reste un peu plus longtemps. Il me dit, non, il y a l'imam qui vient me voir à la maison. Je lui dis, c'est dommage que je ne te vois pas demain. Il me dit, non, je pars à Port-Gentil. Aux alentours de 22h30, 23h, je reçois un coup de fil de Seydou. Il me dit, je te souhaite bonne nuit, et moi je vais me coucher pour préparer mon départ. Je me couche. Et le lendemain matin, très tôt, mon téléphone sonne. Au bout du fil, une amie du salon VIP première classe d'Air France qui me dit, bonjour maître. Je lui dis, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, je suis obligé de vous dire que votre ami que vous m'avez présenté a été arrêté à son arrivée du vol Air France, qui arrivait de Libreville. Je lui dis, mais vous plaisantez, Seydou est à Libreville, il m'a dit qu'il partait à Port-Gentil. Il me dit, non maître, il a été arrêté par une équipe de policiers et il a été conduit à Nanterre, à la brigade financière. Je lui dis, mais il était entendu par qui? Elle me dit, par le chef du protocole de l'ambassade du Sénégal à Paris. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Aussitôt que j'avais rapproché, le téléphone sonne de nouveau. C'était la collaboratrice exemplaire de Seydou Khan, qui s'appelle Madame Binta. Elle me dit, maître, je lui dis oui, en pleurs, elle était en pleurs, elle me dit, Seydou a été arrêté à son arrivée. Je dis, mais Binta, il m'a dit qu'il partait à Port-Gentil, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me dit, je ne comprends rien et je suis absente du territoire, mais on vient de m'informer. Il était de mon devoir, connaissant les liens qu'il y avait entre Seydou Khan et le directeur de cabinet, j'ai informé aussitôt Meksan Kombessi. Je lui ai dit, Meksan, il se passe ceci, ceci, cela. Il me dit, c'est pas possible, tonton, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais écoute, j'ai eu un coup de fil de Paris et j'ai eu un coup de fil de la collaboratrice de Seydou. J'en informe aussitôt l'aide de camp du président de la République, le commandant Arsène Mvaou. Je lui dis, Arsène, il me dit, oui tonton. Je lui dis, voilà ce qui vient de se passer à Paris. Il me dit, mais c'est pas possible. Mais on ne savait pas que Seydou partait. Je lui dis, moi hier, il m'a dit qu'il partait à Port-Gentil. Que veux-tu que je te dise? Ainsi sont les hommes. Lorsque j'arrive à l'audience du président de la République gabonaise, 2 ou 3 heures après, je n'avais pas vu Ali, le président, depuis quelque temps déjà. Il s'était passé tant de choses. Nous y reviendrons plus tard. Il s'était passé tant de choses. Je l'ai serré dans mes bras, il m'a serré dans ses bras. Et j'ai eu une audience de 2 heures, un peu plus de 2 heures. Et j'ai été surpris, je ne vous cache pas, qu'il n'y ait pas Meksan Kombessi à l'audience. Nous avons parlé longuement en frères qui se retrouvent, j'insiste là-dessus. Nous avons abordé tous les problèmes qui intéressent le pays, qui intéressent la France, qui intéressent les relations franco-gabonaises, qui intéressent la famille, mais je ne vous en dirai pas plus. Et à la fin de l'entretien, au bout de 2 heures, un peu plus de 2 heures, je lui ai dit, Ali, je te remercie de m'avoir donné la possibilité de revenir au pays auquel je suis si attaché. Et j'aimerais tellement me recueillir sur la tombe de notre père.
Et dans un grand élan de générosité et de grande affection, il m'a dit, il n'y a absolument aucun problème, grand frère. Je mets mon avion à ta disposition et mon aide de camp, Arsène, t'accompagnera. Tu l'as connu auprès de papa et il est maintenant à mon service. Et je le mets à ta disposition, vous prenez mon avion, vous allez demain à Franceville. Et là-dessus, je lui dis, je voudrais voir Mexan. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais demander à ce qu'on vienne te chercher. Et je suis allé voir Mexan. Et nous n'avons parlé uniquement que, comment vous dire, de l'affaire Seydou Khan. Je lui ai marqué mon étonnement, je lui ai dit exactement ce que je viens de dire sur les antennes de TV+. Il m'a dit, mais, je lui ai dit, Mexan, est-ce que tu étais au courant? Il m'a dit, tonton, est-ce que tu crois que je lui ai donné le feu vert pour qu'il aille à Paris? Je t'assure que je ne lui ai pas donné le feu vert. J'en suis le premier surpris. Il y avait Arsène Mvaou dans le bureau de Mexan. Je lui ai dit, Mexan, Arsène, tu étais au courant? Il m'a dit, mais tonton, non, je ne suis pas au courant. C'est une catastrophe. Je lui ai dit, ah, pour une catastrophe, c'en est une, d'autant plus qu'il y a eu les mises en garde d'Éric Dupond-Moretti et les miennes encore hier soir à l'hôtel. Il m'a dit qu'il partait à Port-Gentil. Je reste une heure et demie avec Mexan, qui me convie à déjeuner. Et nous avons déjeuné, Arsène, Mexan et moi-même. Et nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Nous avons abordé là aussi tous les problèmes. Mais pas un seul instant, Mexan ne m'a demandé ce qui s'était passé, ce qui s'était dit entre le président de la République et moi-même. Et il m'a dit, des instructions ont été données pour que demain Arsène t'accompagne, pour que vous alliez à Franceville. Nous partons à Franceville, où je suis accueilli par la fille de papa Anjoua, et je me suis recueilli longuement. Papa et moi, nous nous sommes parlé. Je crois aux forces de l'esprit. Et nous sommes partis, nous sommes repartis à Libreville, et pendant tout le voyage de retour, nous n'avons évoqué, Arsène et moi, que les moments que nous avons passés avec Omar. Et aussitôt que nous sommes arrivés à l'aéroport de Libreville, il a reçu un coup de fil et nous sommes allés voir le président de la République. Et là aussi, j'ai passé 2 heures avec lui. Je lui ai dit toute ma reconnaissance. Nous avons là aussi parlé d'un certain nombre de problèmes. Et vous savez, c'est un devoir pour les interlocuteurs de chefs d'État de ne pas parler des sujets qui ont été abordés. Très bien. Et je suis allé prendre congé de Mexan. Et le soir, j'ai repris mon avion pour Paris. Et d'ailleurs, dans l'avion du retour, c'est important, il y avait à côté de moi, dans l'avion, Chantal Miboto, qui m'a dit sa surprise de me savoir au Gabon. Je lui ai dit le seul objet de ce déplacement, c'était de voir la sépulture du président Bongo. Voilà. Et je rentre sur Paris. Écoutez-moi bien, je rentre sur Paris. Mon premier souci a été de m'enquérir de la situation de Seydou Khan. Éric Dupond-Moretti, depuis le Maroc, a demandé à son collaborateur principal, Maître Antoine V, d'aller au-devant de Seydou Khan à Nanterre. Maître Antoine V, à ce moment-là, nous sommes le 20 novembre, était aux assises à Aix-en-Provence. Il a pris l'avion aussitôt, il est arrivé à Paris le matin même, le lendemain matin même. Il se présente à 9h le vendredi 20 novembre, il se présente à Nanterre et on lui dit que M. Khan avait changé d'avocat et qu'il avait pris un avocat qui s'appelle Maître Gabory. J'ai trouvé ce choix judicieux, mais le vendredi 20 novembre, dans l'après-midi,
c'est-à-dire le jour même de mon arrivée, dans le bureau où je vous donne cette interview, il y avait toute la famille de Seydou Khan, qui était assistée de Maître Gabouri chez le juge d'instruction, mais toute la famille était là le vendredi après-midi. Tous les enfants de Seydou, le frère de Seydou, et ils savaient que j'étais le grand frère de Seydou. Et je me tenais au courant, minute par minute, de ce qui se passait. Là-dessus, à 20h, 20h30, on apprend que Seydou est sorti de Nanterre, que le juge des libertés avait refusé ce que demandait le parquet, c'est-à-dire sa détention provisoire. Il est rentré à la maison chez lui, boulevard Suchet, et le lendemain, le surlendemain, sa collaboratrice, Madame Binta, rentrée entre-temps d'un voyage à l'étranger, je l'ai appelée, je lui ai demandé des nouvelles de Seydou, elle me dit, il est très abattu, vous le comprenez tonton, il est à la maison et tout. Je lui ai dit, Binta, est-ce que tu peux dire à Seydou que je voudrais lui rendre visite? Certes, nous ne sommes plus ses avocats, mais je suis quand même son frère. Il y a tant de choses entre nous. Jusque-là, monsieur, j'attends la réponse de Seydou, qui est rentré au pays. Mais je voudrais quand même, à l'intention de vos téléspectateurs et de tous les Gabonais, Maître, s'il vous plaît, laissez-moi lire. Le 25 novembre, à 11h38, j'envoie ce texto à Seydou. Seydou est musulman, je le suis moi aussi malgré mon prénom. Il a été à la Mecque, j'ai été à la Mecque. Je lui dis ceci. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, je sais et devine, mon cher frère Seydou, les souffrances morales et physiques qui sont les tiennes depuis mercredi. J'en veux beaucoup à ceux qui t'ont entraîné. Sache simplement que je souffre avec toi et que toutes mes pensées, celles des miens, sont avec toi en permanence. Permets-moi de te rendre visite, frère Seydou. Fraternellement à toi, Robert. Aucune réponse, je n'ai pas vu Seydou qui est rentré dans son pays. Et lorsque je découvre l'interview de Seydou, pendant que moi, je souffre moralement pour lui, je souffrais moralement pour lui, j'apprends que lui me couvre d'immondices. Et il m'appartient aussi, pour vous dire combien je tiens en affection Seydou. Selon la déontologie qui régit les relations entre avocats à Paris, les nouveaux avocats de Seydou, il y en a deux, Pierre-François Gabouri et Emmanuel Daoud, qui sont des avocats de très grand talent. Je leur ai écrit cette lettre. Chers confrères, je vous remercie de m'avoir informé que M. Seydou Khan vous avait désigné aux côtés de notre confrère de Pierre-François Gabouri pour assurer la défense de ses intérêts. Ce double choix de M. Seydou Khan est judicieux. C'est une lettre que j'adresse à mes confrères le 3 décembre 2015. Permettez-moi d'ajouter, le connaissant depuis tant d'années, que M. Seydou Khan est un homme d'une exquise courtoisie, d'une élégance d'esprit rare et aussi d'une grande générosité de cœur. Voilà la réponse de Seydou Khan à la lettre que j'envoie à ses avocats. Oui, maître, tous les Gabonais savent que vous avez toujours protégé Seydou Khan en France, tout comme au Gabon, comme on vient de le voir. Mais les Gabonais aujourd'hui savent aussi que Seydou Khan rencontre les opposants à Paris, à l'hôtel Georges V, et les finances. Monsieur Landry Mbeng, alias Lanlaire, vient encore de le dire haut et fort dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, il nous est difficile de croire que vous, avocat au barreau de Paris depuis des décennies, vous ignorez le fonctionnement réel de la justice en France, comme cette interview veut le démontrer. Donnez-nous votre part de vérité. À votre avis, pourquoi Seydou Khan, bien sûr, a-t-il changé d'avocat?
Et qu'est-ce que cela vous inspire? Pourquoi il a changé d'avocat? Je vous en ai donné la raison. Maître Dupond-Moretti est au Maroc, je suis au Gabon, il fallait qu'il soit défendu. Le collaborateur principal de Dupond-Moretti n'a pu arriver que le lendemain de l'arrestation. Et Seydou Khan a choisi 2 avocats. Et j'ai dit que c'était un choix judicieux. Nous n'étions pas là. Il fallait bien que quelqu'un le défende. Puisque lorsque maître Antoine V arrive à Nanterre, le préposé lui dit non, monsieur Khan a choisi un autre avocat, maître Pierre-François Gabory. C'est tout. Il était obligé de prendre d'autres avocats pour le défendre, puisque l'autre, maître Dupond-Moretti, est au Maroc à l'invitation de Sa Majesté. Moi, je suis à Libreville. Comment voulez-vous que nous le défendions de là où nous étions? C'était normal qu'il prenne un autre avocat. Et dans son interview, il nous parle plutôt de manque de compétences de votre part, de manque d'empressement, et que des choses qui ne sont pas très, très agréables pour vous. Il ne met pas en exergue cette absence de ses avocats au Maroc et vous à Libreville. Pourquoi toute cette méchanceté gratuite? Je me pose la question encore aujourd'hui. Monsieur Khan a-t-il parlé sous l'emprise du démon? Je l'ignore. Mais ça n'est pas Seydou Khan qui a parlé. Vous savez, même couvert d'immondices, je dis que le Seydou Khan que je connais ne peut pas avoir parlé de Robert Bourgi en ces termes. 1. 2. À chacun de ces passages à Paris, avec Seydou, nous parlions des problèmes de politique française, africaine, gabonaise, et de la justice. Je lui disais toujours, un jour il était dans ce bureau, voilà la place de Seydou à mon cabinet. Il me dit, mais ton grand frère, mais la justice en France ne s'en prend qu'aux hommes politiques. Je lui dis, tu sais Seydou, c'est ce qu'en Afrique on n'arrive pas à comprendre. La justice en France, elle est indépendante. Elle est indépendante, elle le prouve. Regarde tous les hommes politiques de premier ordre qui sont mis en garde à vue et autres, qui sont poursuivis par la justice. La justice en France est indépendante. Et voir que Seydou Khan puisse dire que j'ignore cela dépasse l'imagination. Ça n'est pas Seydou. Il était sous l'emprise d'un démon. Je ne sais pas qui lui a conseillé cette interview, mais le Seydou que je connais ne peut pas avoir prononcé ces mots abjects. D'ailleurs, ça n'est pas dans sa culture. Et vous me parlez des opposants. Je vois que vous êtes un homme bien informé, monsieur. Et monsieur Lanlaire, je vais vous parler de monsieur Lanlaire. Je l'ai connu il y a très très longtemps au palais du Temps d'Omar. Je l'ai connu, je l'ai rencontré. Et monsieur Lanlaire, tout le monde a ses qualités et ses défauts. Tout le monde. Sinon, il n'y aurait pas le péché. Et la rémission des péchés. La première fois que j'ai parlé à Lanlaire, il vous le dira lui-même, c'est dans ce cabinet, à la demande de Seydou Khan. C'est là que Seydou m'a amené Lanlaire à mon cabinet. Il m'a dit, maître, je suis honoré d'être dans votre bureau. Il y avait un différend entre Seydou et Lanlaire. Je leur ai dit, mais écoutez, entendez-vous? Je dis, monsieur Lanlaire, allez au Georges V, où je vous ai vu déjà avec monsieur Seydou Khan de loin. Allez et réglez ce problème. Je crois qu'il a été réglé. Mais les démêlés entre Lanlaire et Seydou Khan appartiennent à un domaine où je ne pénètre jamais. Je leur ai conseillé de se revoir le soir même et de s'entendre entre eux. Je pense qu'ils sont tombés d'accord, sur quoi je l'ignore. Mais Seydou Khan finance l'opposition.
Du moins les opposants. Il me fait le reproche, M. Khan, de dire, d'abord je ne tolère pas que dans son interview, il ait eu des propos aussi durs, aussi abjects contre les Échos du Nord, contre vos confrères. Pourquoi, monsieur? J'aurais tant voulu éviter cela. Mais Seydou m'oblige à me défendre et à révéler certaines choses. À chacun des passages de Seydou Khan à Paris, il recevait M. Désiré Enam. Je dis bien, à chacun de ces passages à Paris, il demandait à rencontrer Désiré Enam. Je n'assistais pas aux entretiens, mais je l'ai vu souvent avec Désiré, comme avec tant d'autres opposants, dont je ne citerai pas le nom, mais ils se reconnaîtront. Seydou peut avoir perdu la tête pendant 30 minutes, mais il ne peut pas avoir perdu toute sa mémoire. Je ne pense pas qu'il soit atteint d'un mal incurable du point de vue de la mémoire, Alzheimer ou autre. Oui. Quant à les financer, j'ignore s'il les finance. Mais les rencontrer, les rencontre souvent. Et les journalistes et d'autres hommes politiques. J'aurais tant voulu éviter d'en parler, c'est tout. Revenons sur votre relation avec M. Ali Bongo Ondimba, que vous avez rencontré en novembre dernier, comme vous l'avez dit tantôt. Et pourtant, il y a quelques mois encore, vos relations étaient très glaciales, malgré que on se souvient que vous-même, vous aviez avoué avoir participé de manière effective et substantielle à son accession à la magistrature suprême en 2009, et qu'au lendemain des émeutes de Rio à Libreville en décembre 2014, vous disiez que tout cela ne présage rien de beau. Vous l'invitiez même sur nos antennes de TV+, à aller au dialogue. Alors, après tout cela, quand même, les Gabonais se demandent pourquoi ce revirement de situation dans votre relation avec Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce qui a changé pour qu'il accepte de vous recevoir à nouveau? Seriez-vous à nouveau en bon terme avec lui? Et pourquoi, effectivement, fait rare, depuis son accession à la présidence, il vous a reçu seul, tout seul, pendant 2 heures, sans Mexan Akrombexi, son directeur de cabinet? C'est une question à multiples facettes. D'abord, monsieur, je suis connu et reconnu pour mon franc-parler. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Il y a les chefs d'État, cela fait bientôt 30 ans que je suis au plus près des chefs d'État africains, comme au plus près de certains chefs d'État français et d'hommes politiques français de premier ordre. Vous savez, les présidents ont plusieurs cercles autour d'eux. Si j'ai été reçu seul par le président Ali Bongo Ondimba, ce qui m'a surpris d'ailleurs, c'est qu'il l'a désiré. Nous nous sommes dit certaines choses. Il m'a posé un certain nombre de questions, j'y ai répondu. Nous n'avons rien écarté entre nous. Rien, absolument rien. Peut-être que ce qui se disait entre Ali Bongo Ondimba et Robert Bourgi ne regardait personne d'autre, pas même son directeur de cabinet. Tous mes entretiens à Libreville auparavant s'étaient déroulés en présence de M. Akrombessi. Là, j'ai eu la faveur de 2 entretiens, 2 fois 2 heures, sans la présence de qui que ce soit. Nous avons abordé un certain nombre de problèmes. Il m'a posé un certain nombre de questions, je lui ai répondu avec la franchise habituelle. Cela, pardonnez-moi monsieur, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas violer le secret d'un entretien avec un chef d'État. Mais j'ai une chose à vous dire.
nous avons parlé de mon interview. J'assume pas ma part de responsabilité, la part que j'ai prise à l'élection d'Ali Bongo Ondimba, mais le peuple gabonais l'a élu, il a été reconnu sur le plan national par la Cour constitutionnelle et la légitimité internationale lui a été accordée par les autres puissances. Il y a une élection en 2016, il y a des candidats, j'en ai reçu plusieurs, des aspirants candidats, ils se présentent aux élections et que le meilleur l'emporte. C'est tout ce que j'ai à vous dire, monsieur. Très bien. Mais, et je vous ai fait une révélation. Nous ne reviendrons pas sur le passé, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais revenons sur cette affaire de Seydou Khan qui vous calomnie et de votre audience avec M. Ali Bongo Ondimba. Comment expliquez-vous cette jalousie, vraiment une jalousie dure à votre égard, qui s'est manifestée par le premier cercle d'Ali Bongo Ondimba dès votre départ de Libreville? Parce que l'interview là-dessus est assez dure. Vous savez, j'ai une chose à vous dire, monsieur. Je vais vous parler à la plus grande franchise. Cela n'a pas dû plaire à tout le monde. On a écarté Robert Bourgi. On a dit, mille et une choses sur moi. Il reçoit les opposants, il complote contre vous, et patali, et patala. Un chef recueille les informations, les passe au tamis de sa sagacité. Ça prend du temps. Ça a pris 1 an, ça a pris 2 ans, ça a pris 3 ans. Je dois dire que j'ai souffert de ne plus voir mon jeune frère Ali. Et les choses se sont précipitées au mois de novembre dernier. Je suis revenu, j'ai revu Ali, j'ai revu mon jeune frère, j'ai revu le président. Il est évident que cela n'a pas plu. Cela n'a pas plu. Il y a une cour autour du président de la République gabonaise. Il y a des cours autour du président de la République qui s'affrontent, qui se combattent. Et je trouve que c'est déplorable parce que c'est au détriment de l'institution de la présidence de la République et c'est au détriment des intérêts supérieurs du pays. On a vu revenir Bourgi. Qu'est-ce qu'il est venu raconter au président? Voilà qu'il prend le G4, voilà que l'aide de camp du président de la République l'accompagne, qui passe toute la journée avec lui, il le reçoit de nouveau, en même pas 2 jours, il le reçoit plus de 4 heures. Ça n'a pas plu, puisque lorsque je suis revenu, Times Gabon a écrit un article d'une violence extrême. Voilà que je reçois les opposants. J'ai une chose à dire aux gens de Times Gabon. Je ne me suis jamais caché de voir tous les Gabonais. Les Gabonais m'ont apporté 1001 choses. Omar Bongo Ondimba m'a apporté 1001 choses. Ce pays m'a adopté et je l'ai aimé et je l'aime toujours et je l'aimerai toujours, à l'égal du Sénégal, mon pays natal. Mais dites-moi, je reçois tous les Gabonais. S'il y a des opposants parmi les Gabonais, mais ils demeurent avant tout des Gabonais. Comme je reçois tous les Sénégalais, Macky Sall sait très bien que je reçois des opposants, mais je le lui dis, je dis Macky, j'ai reçu telle et telle personne, mais personne ne m'a jamais empêché de retourner au Sénégal. C'est la démocratie, cela. Moi, je reçois tout le monde. Je reçois tout le monde. Et parmi eux, il y a des postulants à la présidence de la République, je le sais, mais je le dis haut et fort, je le clame haut et fort, que je reçois les Gabonais. Ça n'est pas un repère ici de comploteurs. On ne fait pas des coups d'État contre Ali Bongo Ondimba. On discute, on parle, on échange. On vient m'exposer des choses. Et c'est tout. On vient voir le grand-père, on vient voir le doyen. Et c'est tout. Et je me suis expliqué. J'en ai parlé avec Ali pendant plus de 4 heures. Ali a compris un certain nombre de choses. Si les gens de Times Gabon et leurs sbires ne veulent pas du retour de Robert Bourgi, ça c'est leur problème. C'est à Ali Bongo Ondimba de décider, de trancher.
Et c'est lui le patron. L'interview de Seydou Khan m'a fait du mal. Mais en même temps, vous voyez, je ne voudrais pas terminer l'interview sans l'évoquer. J'étais content que le Gabon, que l'Afrique possède un nouvel Einstein. Vous savez pourquoi je le dis? Quand j'ai lu l'interview, Einstein, vous le savez bien, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, lorsqu'il est mort, le père de la relativité, on lui a enlevé le cerveau qu'on a conservé dans un bocal. Et les savants du monde entier ont voulu se pencher sur le cerveau de cet homme qui, à 5 ans, ne savait ni lire ni écrire, et à 15 ans, c'est-à-dire en 10 ans, il est devenu professeur de physique nucléaire à l'université de Princeton aux États-Unis. Et là, en l'espace de 3 semaines, Seydou Khan, qui a réussi si bien dans les affaires, Dieu lui qu'il rende grâce à Dieu, voilà que Seydou Khan, qui maîtrise avec beaucoup de difficultés, d'énormes difficultés, la langue française, voilà qu'il se met à parler, à donner des interviews dans un français châtié. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y a un nouvel Einstein qui est né au Gabon, c'est Seydou Khan. Il donne des interviews et tout. Mais je donne un conseil à Seydou Khan. Je lui dis, Seydou, écoute-moi bien. Jamais tu n'aurais dû évoquer le nom du président de la République gabonaise, le nom du président de la République malienne, le nom du président de la République de Sénégal dans une affaire judiciaire à laquelle tu es mêlé et une instruction est en cours. Reprends tes esprits, redeviens le Seydou Khan que j'ai connu, assume ta part de responsabilité et dis la vérité, la vraie vérité. Pardonne-moi ce pléonasme, Seydou. Je voudrais terminer l'interview sur une citation de Shakespeare. Shakespeare, il y a des siècles, avait écrit ceci. La vérité triomphe toujours, mais sa victoire est lente et difficile. Comme les déesses antiques, elle prend son temps. Le temps des dieux n'est pas celui des hommes. Maître Bourgi, c'est vrai, il y a quelques mois, vous voliez de plateau en plateau de télévision pour dire votre désir de voir la relation entre la France et l'Afrique évoluer, en vous livrant aussi à une sorte de mea culpa. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette vision, sur cette évolution de la relation entre la France et l'Afrique? Je vais vous répondre, monsieur. Et là, j'anticipe sur les mémoires, mes mémoires qui sont terminées. Et nous espérons que nous aurons la primeur. Mes mémoires sont là, derrière moi, dans un bon paquet. Le double est dans un coffre chez le journaliste qui les a faites avec moi, dans un coffre chez l'éditeur Robert Laffont, et dans un autre coffre, quelque part dans le monde. On peut cambrioler mon cabinet, me prendre... Mais il y a 4 autres épreuves. Vous anticipez. J'ai une chose à vous dire. J'ai été acteur et témoin de la France-Afrique, qui n'est pas morte aujourd'hui sous le régime de François Hollande. On est en plein dans la France-Afrique, vous le savez bien. En plein dans la France-Afrique. Et d'ailleurs, vous le savez, monsieur, lorsque le président de la République, au mois de juillet dernier, a fait un voyage en Afrique, Bénin, Cameroun, Angola, figurez-vous que la matinale d'Europe 1, au moment de ce voyage, et la matinale de BFM, Thomas Soto sur Europe 1 et Jean-Jacques Bourdin sur BFM, eh bien, ils ont appelé un homme pour commenter ce voyage. Et cet homme, c'était moi. C'était au mois de juillet dernier. Et je leur ai dit, mais dites-moi, je suis à la retraite, vous avez plein de spécialistes. Et ils m'ont dit l'un et l'autre, des pseudo-spécialistes, mais il n'y en a qu'un, c'est vous, maître. D'accord, j'ai commenté. Et d'ailleurs, j'ai fait les louanges du tandem Hollande et Le Drian. Il faut se rendre à l'évidence, en matière africaine, ils sont très forts. L'un et l'autre, surtout Le Drian. Mais j'ai une chose à vous dire, j'ai été témoin et acteur de la France-Afrique pendant 30 ans. C'est le côté obscur de la France-Afrique que j'ai dénoncé.
plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Je ne veux plus qu'un franc gabonais, qu'un franc sénégalais, qu'un franc togolais, qu'un franc congolais finance les campagnes électorales en France. Je veux qu'il y ait des relations d'égal à égal, des relations de partenariat. Il me reste quelques années à vivre, j'ai encore des choses à faire et je les ferai dans ce sens-là, de l'équité et du partenariat, donnant, donnant. Le Gabon est à nouveau à la croisée des chemins à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2016. Et vous voilà qui réapparaissez au cœur du pouvoir du Gabon, comme en 2009. Ce n'est un secret pour personne, le Gabon traverse une crise profonde depuis 2009 sur tous les plans, politique, économique, social, culturel. La précarité des Gabonais a atteint des sommets ahurissants et la fracture sociale s'est fortement accentuée malgré la forte croissance des recettes pétrolières en 2010 et 2014. Plus de 15 000 milliards de francs CFA en 6 ans, mais avec plus de 30% des Gabonais qui sont pauvres, le chômage touche plus de 35% des jeunes, nous voilà face à un Gabon au bord du chaos. C'est l'avis des spécialistes, c'est l'avis des observateurs avisés, c'est l'avis des organismes internationaux. Pour résoudre le problème du Gabon en vue de la prochaine élection présidentielle, les Gabonais demandent un dialogue national exclusif sans tabou. Vous avez abordé tantôt le Conseil national de la démocratie, qui est la demande, l'exigence de M. Ali Bongo Ondimba pour un dialogue national. Mais le CND est une institution, c'est un organe consultatif de l'exécutif. Ces décisions ne s'imposent pas donc au pouvoir en place. Notre question est simple. Que pensez-vous d'un dialogue national dont les décisions seraient à l'appréciation du chef de l'État? La crise est une crise mondiale, monsieur. La baisse du cours du baril atteint profondément tous les pays producteurs de pétrole. Tous les budgets sont revus à la baisse. Je m'entretenais dernièrement avec le président de la République de Guinée équatoriale à Paris lors du sommet sur l'environnement. Il m'a dit toute son inquiétude, et d'autres chefs d'État africains producteurs de pétrole m'ont dit exactement la même chose. Bon, la crise n'est pas une crise essentiellement gabonaise. Vous me parlez du dialogue. Sur TV+, au mois de décembre dernier, j'avais appelé le président de la République gabonaise à un dialogue. Dernièrement, lorsque je l'ai rencontré, nous nous sommes parlé franchement, le président et moi-même. Je lui ai dit, tu sais Ali, il y a un Conseil national de la démocratie, mais nous sommes en Afrique. Il te revient, pas le devoir, il te revient d'appeler tous les responsables politiques gabonais autour d'une table et de discuter. Vous savez, autant j'étais pessimiste l'année dernière, autant je suis ressorti de mes 4 heures d'entretien avec le président relativement optimiste. Je pense qu'un peu plus tôt, un peu plus tard, il y aura un dialogue qui dépassera les limites et les pouvoirs du Conseil national de la démocratie. De toute façon, le dialogue ne pourra se faire qu'autour du chef. Et nous sommes en Afrique. Je l'appelle de mes voeux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer susciter l'intérêt du président de la République gabonaise à ce dialogue national. Et je crois qu'il se fera. Mais le Gabon entre dans une année électorale en 2016. Ici, recevant tous les Gabonais, et parmi eux des leaders de l'opposition, pas tous ceux dont a parlé Times Gabon, ils devraient vérifier un peu leurs informations. Il fallait jeter
la Lali sur Robert Bourgi sans vérifier les informations. Drôle de journaliste. Et j'ai dit à tous ces responsables politiques, dont certains aspirent à la magistrature suprême, je leur ai dit, il y a des élections. Je leur ai dit, arrêtez de parler de 2009. Nous sommes en 2016. Vous contestez le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Ben, préparez-vous pour 2016. Et que le meilleur l'emporte. Il y aura des élections, je pense sous contrôle international. Le scrutin sera... il sera, comment vous dire, sous contrôle, le scrutin. Et il sera contrôlé. Et que le meilleur l'emporte. Arrêtez de vous perdre dans des chimères. Franchement, je vous parle franchement, là. Je sais que je vais décevoir, surprendre beaucoup de mes amis, qui demeurent mes amis, qui sont mes amis, et dont je revendique et m'honore de l'amitié. Et il y a des élections en 2016. Que le meilleur l'emporte. Mais surtout, que le Gabon l'emporte. Que les Gabonais l'emportent. Que le mode de vie des Gabonais s'améliore. Que la condition des Gabonais s'améliore. Que les écoles refleurissent dans ce pays. Que tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, Maître Bourgi, nous arrivons au terme de cette interview. Nous vous remercions, mais une dernière question. Peut-être que vous avez un peu anticipé, mais allons-y plus loin. En cette fin d'année 2015, que souhaitez-vous pour le Gabon en 2016? Et les Gabonais, bien sûr. Je vous ai dit, je le dis tout le temps, même à vos confrères français, 2 pays africains me tiennent à cœur. Le Sénégal, où je suis né, où mes parents sont enterrés, et où je les rejoindrai un peu plus tôt, un peu plus tard, selon la tradition de la famille. Et il y a le Gabon. J'ai un père qui est enterré à Dakar, mon géniteur, et j'ai un père spirituel qui est enterré à Franceville. Je souhaite tout le bonheur du monde pour le Gabon. Franchement, resserrez les rangs, ayez un peu moins d'animosité entre vous, jugez avec objectivité, et surtout, voyez où sont les intérêts des Gabonais. Il ne faut pas... ce qui me fait souffrir, là je vais me faire des amis. Vous en avez déjà beaucoup. Ce qui me fait souffrir d'aspirant à la candidature suprême, de lire certains de ces programmes où on jette l'halali sur Omar Bongo Ondimba, qui leur a tout donné, qui les a fait, et qui ont tous participé, pour les 4/5 d'entre eux, à la gestion Omar Bongo Ondimba. Je trouve cela inacceptable, inacceptable, inacceptable. Et ma foi, place aux jeunes. Le Gabon a plein de jeunesse. Il y a des talents dans cette jeunesse que je reçois ici, prometteurs, des talents prometteurs. Et d'ailleurs, pour certains d'entre eux, je les ai signalés au président de la République gabonaise. J'ai donné des noms de gens talentueux. Je pense qu'il va s'intéresser à eux. Merci, Maître Bourgi.